Bonjour à tous, bienvenue sur notre Facebook Live, une toute nouvelle activité du groupe Entreprises en Santé. Mon nom est Sarah Vercan et je suis coordonnatrice des relations auprès des membres et fournisseurs donc pour le groupe Entreprises en Santé. Et je suis en compagnie de nos deux conférencières pour le thème d'aujourd'hui, le retour au travail dans le contexte actuel. Alors, nous avons Marie-Ève Champagne, spécialiste santé, sécurité et mieux-être au travail et fondatrice de Nuclei Conseil et consultante et blogueuse également. Elle écrit de nombreux articles en ce moment que je vous invite à lire, de très très beaux articles. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Sarah, t'es gentille. On essaie d'aider. C'est bien, c'est une belle chose. Nous avons donc Yarledis Coneo, conseillère en ressources humaines, spécialiste en conciliation travail-famille et également accompagnatrice et formatrice en matière de CTF. Bonjour Yarledis. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir toutes les deux aujourd'hui pour parler de ce sujet très demandé en ce moment. Alors, le retour au travail, c'est quoi un retour au travail durable? En fait, en ce moment, comme on discutait avec Arlédis, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas partis du travail. Il y a un nouveau normal qui s'est développé, mais il y a des gens aussi qui ont été placés en quarantaine. Quand on parle de retour au travail, généralement, on fait référence au fait qu'il y a des gens qui sont partis et qui doivent y revenir, puis qu'un retour au travail durable, ça veut dire aussi que les gens ne devraient pas précipiter vos gens vers un nouveau départ, que ce soit en maladie ou vers d'autres cieux ou un retour à la raison du départ. Merci beaucoup, Marie-Ève. Si je peux me permettre, oui je rajoute aussi, en fait, c'est un retour au travail durable aussi, d'après nos discussions, en fait, c'est un retour qui est respectueux des besoins des employés, mais aussi des besoins organisationnels. Ce qu'on veut, comme Marie-Ève mentionnait tantôt, c'est que les gens puissent rester au travail plus longtemps, puis qu'ils puissent rester dans de bonnes conditions. On ne veut pas que les gens partent en maladie, on ne veut pas que les gens partent vers d'autres employeurs. Donc, c'est vraiment un retour, si on a un mot pour les définir, c'est vraiment un retour qui est respectueux des employés et des employeurs aussi. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Alors, pourquoi la CTF demeurera pertinente pour favoriser un retour au travail? Bon, en fait, Marie-Ève avait mentionné tantôt, on est dans ce nouveau normal, si on veut. Puis je pense que la normale, ça ne reviendrait pas, en fait, comme on connaissait le monde du travail avant la pandémie. Et puis, je pense que la CTF, la conciliation travail-famille, ça va demeurer un facilitateur du retour au travail parce que le monde a changé. Parce que déjà avant la pandémie, nous avions déjà de gros enjeux en matière de conciliation travail-famille pour les travailleurs au Québec. Déjà avant la pandémie, il y avait 62% des parents québécois qui disaient la conciliation travail-famille est une source de stress pour moi. Donc, on peut s'attendre avec les conditions qui ont changé à quel point ces chiffres-là vont sûrement monter lorsqu'on va retourner, je pense que c'est un retour vers le futur, si vous me permettez l'expression, parce que comme Marie-Ève mentionnait tantôt, il y a des gens qui ne sont jamais partis, ils sont juste en train de travailler autrement. Puis, déjà avant la pandémie, il y avait une étude qui a été commandée par le Réseau pour un Québec Famille. On apprenait qu'il y avait 37% des parents qui étaient prêts même à avoir une réduction des salaires en échange des mesures de conciliation travail-famille. Donc, déjà là, on avait une préoccupation qui était pressante dans des conditions normales, entre guillemets, où les garderies étaient ouvertes, où l'école était ouverte, où les gens qui faisaient du télétravail le faisaient d'une façon volontaire, où les gens qui partaient en télétravail étaient souvent outillés pour le faire parce que les entreprises, en principe, prenaient le temps d'outiller les gens et les gestionnaires pour mieux faire face à cette réalité. Donc maintenant, on était tous un peu catapulter, si vous me permettez l'expression, vers le télétravail. Donc, quand on va revenir à un semblant de normal, il va falloir voir que les réalités ont déjà changé. On va voir des gens qui vont rester en télétravail à la maison, mais que son conjoint ou sa conjointe va être au travail. Donc, on va voir peut-être un parent qui va être à la maison avec un enfant qui peut-être aura des besoins particuliers. Peut-être avec un enfant qui est en bas âge. On va voir peut-être des proches aidants aussi. Donc, ce qui est important ici à retenir, c'est que la conciliation travail-famille était déjà un enjeu. Puis maintenant, quand on va revenir vers le futur, si vous me permettez à nouveau l'expression, la conciliation travail-famille va avoir toute une autre couleur parce que le contexte dans les organisations qui vont avoir peut-être moins de gens
puis le contexte dans les familles va être encore plus différent. Donc, ça ne peut pas rester le mode, si on veut. Puis, c'est important aussi qu'on voit que la conciliation travail-famille va au-delà du télétravail. Parce qu'en général, les gens ont tendance à penser, OK, télétravail, oui, maintenant, c'est comme la grosse mode, c'est maintenant, si on veut. Mais au-delà du télétravail, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'organisation pour soutenir nos gens. Puis, il suffit vraiment d'aller voir qu'est-ce qui convient le mieux à notre réalité. Merci beaucoup, Marie-Ève. Peut-être compléter ce qui a été dit. Ce qu'il faut retenir, Yarledis l'a super bien expliqué, ça va être en fonction des besoins. Personne ne va avoir les mêmes besoins. C'est pour ça aussi qu'on parle que ça va être une valse en 3 temps, mais ça va être une valse qui va se faire à 2. Chaque employé va devoir avoir un retour qui est personnalisé selon ses besoins. Et on apprend les pas avant d'aller sur la piste de danse. On ne pourra pas improviser le retour au travail. Pour les employés puis pour les activités. On ne pourra pas juste dire, bon, ben tout le monde, OK, lundi matin, vous revenez, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout discuter de ça lundi. Non, ça se prépare. Puis il vous reste une semaine. Oui, effectivement. Il y en a qui ont déjà commencé, et puis il y en a d'autres qui vont devoir reprendre le travail. Puis comme vous le disiez, il y a une grande disparité. Il y en a qui en faisaient déjà, peut-être un petit peu, quelques jours de temps en temps. Il y en a qui en faisaient peut-être un peu plus. Il y en a qui n'en avaient jamais fait et qui ont découvert ce que c'était. Et je pense qu'il y a une analyse à faire aussi, un bilan, ce que ça a apporté de positif. Oui. On peut se révéler aussi dans sa productivité, dans sa performance ou dans d'autres tâches que l'on a pu devoir faire. Moi, je pense à moi, j'ai développé tout ce qui était beaucoup en activité en ligne oui. Et ça pousse un peu. Il faut se débrouiller, il faut apprendre de soi-même. Donc, il y a effectivement un accompagnement personnalisé, vous le disiez, Marie-Ève, très important. Y a-t-il quelque chose que vous vouliez rajouter, Yarledis? Oui. Oui, en fait, par rapport à cela, quand on parle d'un retour qui est personnalisé, ça passe vraiment par l'analyse des besoins puis de la réalité de notre employé. Puis, comment on va faire ça concrètement? Ça va dépendre vraiment de notre contexte organisationnel, ça va dépendre de notre culture organisationnelle, puis de la façon dont on est habitué à travailler. Et parce que, par exemple, quand on fait une implantation en matière de santé psychologique au travail, ou une implantation d'un projet conciliation travail-famille, la première chose qu'on fait, c'est une analyse du contexte actuel. Récemment, on va faire un peu ces mêmes étapes-là, mais d'une façon accélérée. Donc, pour faire notre analyse de la situation actuelle, c'est important d'aller voir comment vont nos gens maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont qui ont un niveau de fatigue qui est très élevé? Est-ce qu'il y en a des gens qui sont peut-être à risque de partir en maladie? Est-ce qu'il y en a des gens qui ont la garde des enfants maintenant parce que son mari ou sa conjointe, est de retour au travail? Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que nous ne faisons pas maintenant que nous pourrions commencer à faire. Par exemple, nous n'offrons pas un horaire de travail de 9 jours d'une semaine, de 9 jours sur 10, par exemple. On pourrait peut-être commencer à l'offrir. L'autre question, ça pourrait être qu'est-ce qui fonctionne bien que nous pourrions garder? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Si on prend l'exemple du télétravail, qui est vraiment, on ne peut pas s'en passer, Si on prend l'exemple du télétravail, comment on pourrait l'améliorer pour qu'elle fonctionne mieux? Est-ce que les gens ont les équipements nécessaires? Est-ce que les gens sont à l'aise avec toutes les technologies? Est-ce qu'on est capable de moduler nos horaires de travail, nos moments de disponibilité pour que la frontière entre le travail et la vie personnelle soit un peu moins affectée, si on veut. Donc, c'est vraiment de se donner les moyens de se poser des questions maintenant. Puis ça passe par questionner les employés, questionner les gestionnaires aussi, mais de la façon qui convient le mieux à l'organisation. J'aime bien l'exemple, si jamais vous avez votre gestionnaire qui dit jamais bonjour à vos équipes, puis là, c'est ce gestionnaire-là qui se met à rappeler vos employés pour leur demander comment ça va, peut-être que ça va passer moins bien. Peut-être que cette personne-là ne sera la personne adéquate pour faire les suivis. Donc, c'est vraiment de consulter les gens, mais de choisir la bonne personne pour faire ce suivi-là. Cette réflexion-là, elle est nécessaire de toujours regarder qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui peut être amélioré et qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Puis, Yarledis, ça a amené un point super important qui est la communication.
qui est à pas négliger du tout, du tout. Le plan de retour au travail, le plan de contingence devra être communiqué. Le plan de reprise des activités devra être communiqué. Puis, quand on parle de communication, on ne parle pas simplement d'aller leur donner de l'information. On va en prendre aussi de leur côté. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle à nos internautes que vous pouvez poser des questions aussi en direct sur Facebook. Vous pouvez commenter ou nous dire aussi comment vous vivez ça. Est-ce que vous avez repris le travail? Est-ce que vous êtes encore à 100% en télétravail avec vos familles à la maison? Partagez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de lire vos commentaires ou de répondre à vos questions. Alors, une autre question en attendant peut-être des questions de nos internautes. Quels sont les 3 facteurs de protection à garder en tête? C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour faciliter le retour au travail. On en a nommé quelques-unes, mais vraiment le phare à garder en tête, comme Sarah le disait, c'est vraiment les 3 facteurs de protection, tels qui ont été énoncés par Saint-Amand et Pelletier. Je vais les énoncer. Se sentir soutenu dans les situations difficiles. Je pense qu'on a les 2 pieds dedans. Avoir de l'influence sur son travail. Se sentir respecté et reconnu dans son travail. Quand on parle de situations difficiles, il y a une étude pilote qui est sortie. 26% des Canadiens ont des symptômes de choc post-traumatique en ce moment. On va récupérer des gens qui vont être dans un état assez particulier tantôt. Donc, il y a tout lieu d'aller piger dans les bonnes pratiques au niveau de la santé psychologique et de leur redonner du pouvoir d'agir à ce niveau-là. Puis, Marie-Ève, si tu me permets, tu parlais de 3 facteurs. J'aimerais ça faire le pouce sur le premier facteur de protection, qui est le soutien. Parce que ces temps-ci, on parle de briser l'isolement et tout. C'est aussi important de nous, en tant que gestionnaires, en tant que collègues, d'offrir du soutien émotionnel à nos équipes et à nos collègues de travail. Puis quand je parle de soutien émotionnel, c'est pas vous improviser médecin, psychologue ou travailleur social. C'est vraiment démontrer de l'empathie puis de savoir, de démontrer qu'on reconnaît qu'on est dans une situation hors norme, qu'on est dans une situation qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est important de faire preuve d'empathie. Puis, il y a aussi un type de soutien qui est le soutien informationnel. C'est vraiment d'aller donner l'information sur les ressources disponibles. Je vous mentionnais tantôt, on ne s'improvise pas psychologue, on ne s'improvise pas médecin, mais on est capable quand même de référer aux gens aux bonnes ressources qui sont capables de le soutenir maintenant. Si on passe, par exemple, aux gens qui vivent peut-être de la violence domestique, il y a des ressources qui peuvent aider ces gens-là. Donc, c'est vraiment de s'asseoir avec la personne puis qu'elle soit capable de s'adresser à nous pour que nous, à notre tour, on soit capable de la référer à la bonne ressource. Alors, on a une question d'Alexandra qui nous suit en direct. Dans son organisation, ils sont en train de préparer leur plan de contingence. Selon vous, quand est-ce qu'ils devraient le transmettre à leurs employés et de quelle façon? Quelle est la bonne manière d'accompagner ça? Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qui est en place en ce moment. Ça dépend c'est quoi la culture organisationnelle. Est-ce qu'on a des gestionnaires justement qui sont proches des employés? Est-ce que c'est possible? Ça dépend aussi du nombre. Est-ce que c'est possible de faire des rencontres one-on-one virtuelles, toujours, ou pas, ou à bonne distance? Ou est-ce qu'on envoie un courriel? Est-ce qu'on l'explique? Ça dépend beaucoup, beaucoup du contexte. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'insécurité qui viennent autour du 4 mai. On a une date hypothétique du 4 mai. On pense bien qu'on va l'atteindre, cette date-là. C'est sûr que c'est mieux. Le plus tôt, c'est sûr que c'est mieux. Mais si on n'a pas toutes les réponses, on le dit aussi. On est transparent. Tout à fait. Alors justement, Marie-Ève, vous avez parlé de gestionnaire, puis Yarledis aussi on a touché un mot. Comment est-ce qu'on peut les outiller, parce qu'ils vont avoir un rôle fondamental par rapport à leur équipe. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans cette phase assez difficile pour leurs équipes, mais même pour eux? Il y a un enjeu quand même très important sur les gestionnaires. Le gestionnaire... Le mieux-être de nos collaborateurs va être en fonction du mieux-être et de l'état de santé de notre gestionnaire. Je crois que c'est Guéron qui parlait de ça l'autre jour. On va chausser le cordonnier. On ne peut pas demander à un gestionnaire qui n'est pas lui-même en état de prendre soin de ses employés. Donc, est-ce que nos gestionnaires sont prêts
et sont capables de soutenir leurs équipes dans un retour au travail. Si ce n'est pas le cas, ouvrir la discussion, leur référer des ressources, leur donner ce dont ils ont besoin. Puis ensuite, ben, c'est sûr que de s'asseoir avec eux autres, ils sont très occupés, ils sont très sollicités. Je crois qu'il y en a même qui, même à distance, vont se claquer des 10-12 heures par jour. Leur expliquer, ce serait quoi les 3 facteurs de protection, puis de regarder, eux, par équipe, par personne, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire, puis ça va être quoi les besoins de chaque personne. Tout à fait. Yarledis, si vous voulez peut-être compléter? En fait, c'était vraiment faire de pouce parce qu'en général, le gestionnaire, surtout les gestionnaires de premier niveau, sont les grands oubliés quand on parle de conciliation travail-famille et on parle de santé psychologique. Puis on oublie souvent que c'est eux qui sont pris en sandwich, si on veut, entre les besoins des employés et les impératifs de gestion. Donc, c'est sûr que peut-être que ça ne va pas sonner très pratique ce que je vais vous mentionner, mais c'est juste la sensibilisation puis le rappel que derrière ce gestionnaire qu'on a en entreprise, il y a un être humain. Donc, moi, en tant qu'être humain, comment je vais être capable de faire face à la situation, puis en quelle mesure je vais être capable de donner l'exemple. Parce que quand on parle de santé psychologique, quand on parle de conciliation travail-famille, c'est jusqu'à quel point, si moi, je ne sais pas, si j'envoie des courriels à 1h du matin, et comment les gens vont percevoir quand je vais leur offrir une mesure de conciliation travail-famille, par exemple. C'est vraiment... Puis ce n'est pas dans le but de juger, de poser un jugement envers ces actions-là, mais c'est vraiment de se rappeler que derrière chaque gestionnaire, il y a un être humain. Puis il faut prendre soin de sa propre santé psychologique, prendre soin de sa propre conciliation travail-famille pour être en mesure de donner l'exemple à nos équipes. Oui, tout à fait. C'est vraiment, ça part vraiment de la direction des gestionnaires. Si chacun prend soin de soi, c'est à son tour, il peut prendre soin des autres. Tout à fait, merci. Alors, une autre question, effectivement, parfois, on l'a vu aussi tout de suite après le confinement, au début de la crise, il y a eu beaucoup d'engagement de la part d'employés dans certaines organisations pour soit aider les autres, notamment dans des associations, des organisations ou en entreprise pour essayer de modifier la stratégie. Il y a une question très intéressante qui dit comment, en tant qu'employé, on peut aider la direction dans la préparation du retour. Il y a cette volonté-là aussi, je trouve ça formidable, dans l'autre sens, de vouloir aider et notamment de dire quand ça ne va pas. Je pense que ça peut commencer par là, mais de le dire à sa direction, d'oser le dire. Mais avez-vous d'autres exemples? De devenir, ça peut être un soutien pour les employés en détresse. Il y a eu des cellules de soutien qui se sont créées pendant la crise. Nos employés, c'est jamais linéaire. Ça ne va pas tout mal et puis tout à coup, ça va tout bien. Il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Est-ce qu'on peut être vigilant, se soutenir les uns les autres, puis poser une oreille attentive puis bienveillante quand il y en a un collègue qui ne va pas bien? Si tout le monde y met du sien aussi pour respecter les mesures de protection, les mesures sanitaires qui sont mises en place, c'est un énorme stress en ce moment et c'est une énorme cause de friction. Un tel n'a pas respecté ça, un tel ne l'a pas fait, un tel de distanciation sociale, c'est un concept qu'il ne comprend pas. Si tout le monde y met du sien, déjà, on va calmer le jeu énormément. Oui. Puis si je peux me permettre d'ajouter, c'est ça, en plus des groupes d'entraide, c'est aussi, c'est excellent d'ailleurs que les employés puissent contribuer. C'est vraiment, je pense que c'est une excellente pratique, c'est une bonne pratique. Puis je pense que ça facilite le succès d'un retour au travail qui est durable. Je ne connais pas la taille de l'organisation de la personne qui mentionne l'initiative, mais ça pourrait être intéressant peut-être de se regrouper virtuellement, puis compiler des idées, faire un brainstorming, puis compiler les idées, puis aller chercher des gestionnaires qui sont reconnus par être des ambassadeurs de la santé psychologique ou de la conciliation travail-famille ou des bonnes pratiques si on veut, puis leur faire suivre ces informations-là au lieu d'y aller une par une parce qu'on sait qu'ils sont très, très sollicités dernièrement. C'est vraiment de se rencontrer virtuellement entre employés, compiler les idées puis les faire suivre à la direction en ciblant certains acteurs qui sont déjà clés dans l'organisation, qu'on reconnaît par leur implication. Est-ce que vous auriez des exemples et des outils concrets, notamment sur les premiers jours de retour au travail? On a parfois des entreprises qui vont vouloir reprendre un peu comme avant, vous savez, la réunion hebdomadaire,
le rapport de la semaine ou plusieurs choses comme ça, mais finalement, on n'est pas dans une situation normale. Hein. Est-ce que vous auriez des outils concrets pour démarrer, préparer ça dès maintenant, mais démarrer les premiers jours de la reprise? Je vous dirais comme outil, si on veut, comme action, c'est vraiment consulter les gens. Et consulter vos employés, puis la forme que ça va prendre, cette consultation-là, ça va dépendre de votre organisation. Il n'y a pas, je suis vraiment désolée, j'aimerais vraiment vous donner, voilà la formule magique qui va fonctionner, puis voilà, si vous faites ça, ça va bien aller, mais je n'ai pas cette réponse-là. Ce que je sais qui augmente les chances de succès, c'est l'implication des gens. Donc, tester avec les gens comment on pourrait faire, peut-être en petite cellule avec les équipes de gestion, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis si vous, en tant que gestionnaire, en tant qu'RH, vous avez déjà décidé, proposez-les aux gens. Puis quand on propose, quand on sonde les gens, les sauver, les consulter, ça ne vous engage à rien. On consulte, on ne promet rien, mais on fait un retour sur voilà ce qu'on a reçu, voilà ce que vous nous avez dit, voilà ce qu'on est en train de vous offrir. Donc, comme outil, pour moi, ça va être vraiment la consultation, puis adapter ces retours-là en fonction de ce que les employés vous sont nommés. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir une réorganisation du travail. Disons, si on avait une rencontre hebdomadaire tous les lundis matin à 9h, peut-être que ce sera moins possible maintenant avec les écoles qui vont retourner graduellement. Donc, c'est vraiment d'adapter ces pratiques-là, puis voir plusieurs scénarios qui seraient possibles, puis voir avec les gens, ça serait lesquels qui fonctionneraient le mieux. Je ne sais pas Marie-Ève, dans quelle mesure. Oui, non, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'au groupe, vous savez, on a la démarche entreprise en santé. Oui. Puis on dit que le plus important, c'est de consulter les employés. Oui. Ce sont eux qui ont les solutions, qui ont les meilleures idées et qui peuvent. C'est eux qui vivent la situation et qui vont pouvoir. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions d'articles, de partage de ce que font les gens. Je vous conseille encore une fois de lire et de suivre Marie-Ève et Yarledis. Elles font beaucoup d'articles très, très intéressants. Et c'est vrai qu'on peut s'inspirer, mais en interne, je pense qu'on a des employés qui vont trouver des solutions et de les consulter, comme vous dites, je pense que c'est vraiment très, très important. Déjà avant, mais encore plus aujourd'hui. Oui, parce que la participation favorise la cohérence. Puis quand c'est cohérent, ça fait du sens. Puis la participation favorise l'implication. On le voit en santé sécurité au travail aussi. Quelque chose qui part des bureaux, qui descend sur le plancher, les employés ne l'appliquent pas, ne le suivent pas, ça ne favorise pas les comportements sécuritaires. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Alors, oui, allez-y, Yarledis, je vous en prie. Non, je vous en prie, allez-y. On parlait des outils tantôt, puis j'ai beaucoup aimé dernièrement notre collègue Christine Corbeil qui avait animé une formation sur la planification stratégique. Et ça rejoint beaucoup ce qu'on dit aux gens souvent quand on s'engage dans une démarche globale de conciliation travail-famille. C'est vraiment, vous pouvez commencer la rencontre, votre sondage, votre groupe de discussion, peu importe, encore là, la façon dont vous allez consulter vos gens, ça va dépendre de la façon dont vous faites les choses dans vos organisations, de votre culture organisationnelle. Mais c'est garder en tête les 3 questions de qu'est-ce que nous ne faisons pas que nous devrions commencer à faire? Qu'est-ce que nous faisons qui fonctionne bien puis que nous devons continuer à faire? Puis qu'est-ce que nous devons améliorer? Donc, commencer à faire, améliorer et continuer à faire. C'est vraiment très important que les gens s'impliquent pour faire en fait un retour de qu'est-ce qui fonctionne bien qu'on va garder dans les prochaines étapes du retour au travail. Donc, ça pourrait être un outil très concret, les 3 questions à garder en tête qui nous ont été partagées par Christine Corbeil dans sa conférence. Alors, tout à fait. Alors, ça complète déjà un peu la question que j'allais vous poser, mais vous avez brièvement abordé le sujet toutes les deux. Mais s'il y a des pièges à éviter, quels sont-ils? Si on peut déjà éviter, je sais qu'on apprend de ses erreurs, mais s'il y a des choses que l'on peut déjà éviter, est-ce que vous pourriez partager quelques exemples? Manquer de transparence. Faire des communications qui sont brèves, administratives, qui sont essentiellement top-bottom.
puis négliger de redonner du contrôle aux gens. Si on se base sur le ciné de Sonia Lupien, on a manque de contrôle, imprévisibilité, nouveauté, menace à l'ego. Nouveauté, ben, on est dedans, on nage dedans. L'imprévisibilité, oui, le contexte est imprévisible, mais toujours se demander qu'est-ce qu'on peut rendre comme qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever l'imprévisibilité du contexte aux gens? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Bien, ça passe par la communication. Puis en leur redonnant du contrôle, du pouvoir d'agir, demandez-leur qu'est-ce que vous voulez. Puis c'est sûr qu'il y a toujours la crainte de ouais, mais si je fais ça, je crée un précédent, puis je peux créer une iniquité. Si moi, je lui accorde ça, je vais manquer de justice envers les autres. Bien, le contexte, il est anormal. Il est anormal. Donc, il faut absolument s'adapter comme entreprise pour réussir à passer à travers ça. Tout à fait. Puis, je vais ajouter juste un piège, c'est éviter les copier-coller. Tantôt, on parle, il y a plein d'informations qui circulent. Puis moi, dans la vie, je suis vraiment allergique au copier-coller. Oui, on peut s'en inspirer, mais ça ne veut pas dire que parce que cette entreprise-là a fait un plan de retour au travail de cette façon, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner de la même façon dans mon contexte. Donc, c'est vraiment, oui, aller s'en inspirer des bonnes pratiques si on veut, mais avoir un regard très critique par rapport à la façon dont cela pourrait fonctionner dans le contexte de mon organisation. C'est ça, un piège, éviter le copier-coller. Et puis le dernier piège, l'improvisation. On n'a pas de place pour l'improvisation en ce moment. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de transparence, Marie-Ève, j'aime beaucoup, ça a été dit plusieurs fois. Peut-être ça va être une partie de la réponse. On a une question très intéressante et je pense que plusieurs sont certainement dans cet état d'esprit. Le 4 mai, c'est pas si loin que ça, hein, c'est bientôt. Pour ceux qui doivent reprendre le travail, dont l'organisation va réouvrir et qui ne se sentent pas prêts, que peuvent-ils faire, que doivent-ils faire? Au niveau des employés ou au niveau de la direction? Oui, admettons, là, je pense que c'est plus un employé dont la direction souhaite que le 4 mai tout soit réouvert, que les employés reprennent le travail. Donc, dans la position d'un employé qui ne se sentirait pas prêt, que faire dans cette situation-là? Poser des questions. Il n'y a pas de solution miracle dans la vie, il faut se parler, il faut se poser des questions. Demander, ça va être quoi les mesures de protection? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Si la personne est à la maison et elle tourne en rond, est-ce que vous voulez que je fasse des appels aux fournisseurs? Est-ce qu'on a les barrières physiques dont on a besoin? Est-ce qu'on a les stations de lavage de main dont on a besoin? Est-ce qu'il y a des clients à appeler, à aviser? Parce que les clients aussi, il va falloir les gérer tantôt. C'est une problématique dans beaucoup de commerces. Il y a beaucoup de commerces qui vont rouvrir le 4 mai. Tout à fait. Yarledis, est-ce que vous souhaitez compléter? Non, en fait, oui, c'était par rapport à ça. Je ne sais pas si, Marie-Ève, tu me corrigeras, je ne sais pas si la crainte, c'est par rapport à la santé et sécurité. Je ne sais pas si on pourrait aller voir du côté du droit du refus, mais je ne veux pas qu'on y allait ce n'est pas mon champ d'expertise, mais c'est aussi d'aller voir est-ce que l'organisation peut m'offrir certaines mesures de conciliation travail-vie personnelle. Est-ce que j'ai des congés additionnels? Est-ce que j'ai une banque d'offres? Donc, c'est d'aller voir dans l'offre de mesures de l'organisation si je pourrais utiliser certaines choses pour justement reporter ces retours au travail. Alors, merci beaucoup. On arrive presque à la fin du live. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos internautes? Je vais te laisser aller, Yarledis. Ah bon, merci. En fait, c'est toujours le mot de faisant preuve de bienveillance envers nous-mêmes. C'est sûr qu'on entend ça vraiment souvent, mais c'est toujours aussi dans tous les aspects de notre vie, au travail ou à la maison. Qu'est-ce qu'on fait qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on devrait améliorer, puis qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire. C'est comme les 3 questions à garder en tête pour vraiment documenter qu'est-ce qui a fonctionné bien, puis comment on pourrait continuer à faire les choses de meilleure façon dans les jours à venir. Si je peux ajouter, l'occasion, elle est belle en ce moment d'aller chercher de l'engagement en démontrant la reconnaissance. Tout à fait. Pour les efforts fournis, pour tout ce qui a été fait dans les dernières semaines, puis dans tout ce qui va être fait dans les prochains temps, parce que la route va continuer à être chaotique pour encore plusieurs semaines. Allez, reconnaissez le travail, reconnaissez les efforts, reconnaissez les résultats, reconnaissez les petits bouts de chemin et les petites victoires. C'est important, vos gens en ont bien besoin en ce moment. Puis consultez vos gens. Consultez, écoutez-les, puis soyez prêts à vous ajuster en cours de route. C'est vraiment quelque chose de très important.
Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et votre bienveillance. On arrive à la fin de ce Merci à toi, Facebook Sarah. Live. Je vous remercie à vous tous qui étiez connectés aujourd'hui en direct avec nous. Sachez que c'est une nouvelle activité et qu'on reproduira en changeant de thème, bien sûr, ces vidéos en direct. N'hésitez pas à revoir la vidéo ou à la partager dans votre réseau. Peut-être pourrons-nous continuer à discuter sur le groupe Facebook de la communauté. Il y aura peut-être d'autres questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre, Marie-Ève et Avec plaisir. Yarledis. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Bon retour au travail pour ceux qui vont devoir retourner au travail. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bye. Bye.